تفصل الجزائر أيام قليلة على احتضان الدورة 31 للقمة العربية، وتؤكد السلطات الجزائرية أنها جاهزة على كل المستويات لإنجاح القمة. من مقر الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة. وعن الحكومة والشعب الجزائري أن نرحب بكم جميعا، متمنيين لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أهليكم. العرب المخصص بحث ملفات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل. بين المعالم والعوالم تضفي اللمسات الأخيرة لاحتضان الجزائر القمة العربية في دورتها 31. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio M, sommet arabe, suite et fin. Aujourd'hui, les chefs d'État ont clôturé l'événement. Pour en parler sans compromis ni compromission, Mohamed Ouanouren, Karim El-Kébir et El-Qadi Hassan. La déclaration d'Alger est tombée, elle fait de l'union entre les pays arabes une affaire de survie. Ainsi se referme la parenthèse du sommet arabe. Certains expéditifs diront un petit tour et puis s'en vont. D'autres y voient un retour de la diplomatie algérienne, et ce à travers les accords signés en amont du sommet entre factions palestinienne. Une vision d'ailleurs appuyée aujourd'hui même par la déclaration d'Alger. Un sommet miroir de la réalité du monde arabe entre rapports de force, discours et réel politique. Le sulfureux couple Alger-Rabat a fait tourner les têtes sans voler pour autant la vedette à la cause palestinienne et à la nécessité de régler la crise libyenne. L'ère post-Covid énonce de nouvelles règles. Le monde arabe est face au reste du monde et aux changements géopolitiques qui se profile à l'international. Une lecture entre les lignes de la déclaration d'Alger vous sera proposée par la rédaction Radio M lors de cette édition spéciale Sommet arabe. Tout de suite, chers auditeurs, tout de suite le point d'info, il est signé Yamina Bahir. Bahir, bonjour. Bonjour Sophia Harris, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les travaux du 31e sommet arabe ont pris fin aujourd'hui, mercredi 2 novembre, avec l'adoption de la déclaration d'Alger qui compte 5 axes pour une action arabe consensuelle. Comme prévu, la cause palestinienne était au cœur des préoccupations des membres de la Ligue. Le caractère central de cette cause est le soutien absolu des Palestiniens à la liberté, l'autodétermination et la création d'un État de pleine souveraineté avec El-Quds Est comme capitale ont été réaffirmées. La déclaration insiste sur la protection de la ville sainte d'Al-Quds et des droits de l'homme, du peuple palestinien, tout en condamnant les atteintes, les assassinats et les arrestations arbitraires commises par l'autorité coloniale. Les membres de la Ligue arabe ont également réitéré leur soutien pour l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU. Le deuxième axe traite de la situation générale du monde arabe. La déclaration réaffirme la nécessité de l'action arabe commune pour la préservation de la sécurité de la nation arabe dans son sens large. La déclaration appelle aussi à contribuer au règlement des crises que connaît le monde arabe afin de préserver l'unité des pays membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Ainsi, les crises libyennes, syriennes, yéménites, irakiennes, libanaises et somaliennes ont été abordées. Les membres appellent par ailleurs à la création d'une zone sans armes nucléaires et armes de destruction massive au niveau du Moyen-Orient. Le troisième axe concerne le renforcement et la modernisation de l'action arabe commune à travers plusieurs mécanismes, dont la coopération économique et la réalisation de l'union des douanes arabes et d'une zone de libre-échange. Il s'agit également de relever les défis en matière de sécurité alimentaire, santé, énergie et climat. Le quatrième axe a été dédié aux relations avec les pays voisins et les coopérations à travers la construction de relations saines basées sur les principes
de bon voisinage et de confiance. Les tensions internationales n'ont pas été en reste de la déclaration puisqu'elles ont été abordées au 5e axe. Il s'agit de réaffirmer l'attachement au principe de non-alignement et adopter une position commune vis-à-vis de la guerre en Ukraine. La déclaration salue la politique équilibrée de l'OPEP+, pour garantir la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie. Elle appelle aussi à conjuguer les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Merci Yamina, on vous retrouve lors des différentes éditions Flash de Radio M. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous retenez en premier de la déclaration d'Alger ? Je passe mon tour. Mohamed Iwanouren. Bon, je retiens que nous connaissons déjà la date, plutôt le pays qui va accueillir le prochain sommet arabe, ce sera l'Arabie Saoudite en 2023. C'est déjà ça la première nouvelle de la fin de ce sommet. Oui. Et je rappelle que l'Arabie Saoudite, qui n'est pas venue, qui n'a pas été représenté au plus haut. Mohamed Ben Salman nous a pas fait l'amitié de venir. Mais il paraît qu'il avait mal à l'oreille. Je n'aime pas Mohamed Ben Salman. C'est un assassin de journaliste, c'est le pire des dictateurs. Bon, voilà, il a libéré peut-être une partie des femmes, mais moi je suis content qu'il ne soit pas venu personnellement. Voilà une ligue qui promet d'être heureuse pour l'année prochaine, Al-Qadi Hassan. Donc, qu'en est-il, Karim El-Kibir? Moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'est ce qui a attendu le plus de ce sommet, c'est-à-dire la déclaration. Il me semble. Qu'est-ce que vous retenez à titre personnel, vous, en premier de la déclaration d'Alger, Karim El-Kibir? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont évité les sujets qui fâchent, c'est-à-dire là où les divergences, c'est-à-dire sont profondes, donc ils les ont évitées. Donc c'est une déclaration générale mais équilibrée. D'ailleurs, par exemple, je cite le cas de l'Iran, qu'il ne cite pas nommément et qu'il ne condamne pas. C'est-à-dire il y a un équilibre entre les pays en disant. Il faut que les problèmes arabes doivent être solutionnés par les Arabes eux-mêmes sans ingérence étrangère. L'allusion est très claire à l'Iran. Par exemple, quand il parle aussi de l'espace arabe, il doit être, comment dire, l'arme nucléaire. Il doit être libre, oui. Il ne doit pas y avoir des zones dénucléarisées. Le Moyen-Orient, pas l'espace arabe. Moyen-Orient. Oui, le Proche-Orient. Le Proche-Orient, donc c'est plus large. Donc l'Iran aussi en fait partie. L'Iran et Israël. Oui, Israël, ça c'est évident parce que c'est la seule puissance nucléaire dans la région. Mais en fait, pourquoi ne pas préciser On a l'impression qu'on envoie une bouteille à la mer. On ne sait pas à qui il est adressé ce message. Moi aussi, Mathieu. Mais c'est ça, c'est le propre. C'est ce qu'on disait déjà avant dans les deux émissions précédentes. C'est ce qu'on avait focalisé justement sur ça. C'est qu'il était attendu à ce que, par souci de consensus justement, qu'il n'y ait pas qu'on affronte, qu'on n'exprime pas frontalement les vrais problèmes. Par exemple, je vous cite le cas de la réforme de la Ligue arabe. Moi, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun point qui évoque cette question de la réforme de la Ligue arabe, alors qu'il faisait parmi l'un des points sur lesquels l'Algérie a beaucoup insisté. La question sahraoui, il était évident qu'elle n'allait pas être traitée. Et concernant la question palestinienne aussi, on réitère l'attachement à l'initiative de paix de 2002 de Beyrouth, qui a été chapeautée par les Saoudiens. Tout vous a interpellé dans la déclaration, en fait, Karim El-Kibir, parce que en fait, c'est tous les axes. Oui, mais encore une fois, si on voit par exemple l'Union européenne, d'ailleurs dans cette déclaration, par exemple, elle ne comporte pas la Ligue arabe elle-même, je ne connais pas ce mode de fonctionnement, mais en tout cas, si on fait une petite comparaison à l'Union européenne, elle impose à ses pays membres le respect de leur engagement. Mais chez les Arabes, c'est que cette question n'existe pas. L'Union européenne prévoit aussi de sanctionner un pays qui n'a pas à respecter son engagement. Donc aujourd'hui,
quand vous lisez la déclaration d'Alger, c'est des intentions, ça reste des intentions, mais personne n'est tenu réellement de respecter cet engagement parce que mais ça va normalement, évoluer le fait en de fonction venir et des de intérêts de ratifier- chaque pays. C'est comme ça que ça va évoluer. Moi, je retiens aussi qu'ils expriment une forme de neutralité vis-à-vis de la crise ukrainienne. En dehors de ça, je ne vois qu'il n'y a aucun engagement à part qu'ils réitèrent à chaque fois leur soutien, leur appui, la nécessité. Ce sont des formules diplomatiques qui en fait, qui font consensus. Sans Alors, plus. Qadi Hassan, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention ou qu'est-ce qui a Oui. retenu en premier dans la déclaration moi, d'Alger? je suis quand même assez impressionné par le hard power saoudien. Vous avez trouvé que je m'acharne sur les Saoudiens, mais je trouve que le sommet s'est quand même beaucoup aventuré en saluant la politique équilibrée de l'OPEP. En saluant la politique équilibrée de l'OPEP. Qu'est-ce que c'est venu faire dans ce sommet? C'est clairement une réponse des 21 à la requête de l'Arabie saoudite de consolider la position de l'OPEP. Mais en termes de géoénergie, Qadi Hassan, on ne peut pas ne pas parler de l'OPEP. Non, on n'est pas. Forcément, Non, c'est pas. Dans les 21 pays, il y a des pays consommateurs qui subissent la politique de gestion de la production de l'OPEP, Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie, Soudan, etc. Ce sont des pays qui sont des importateurs nets de pétrole. Et donc, quand l'Arabie saoudite, en accord avec l'OPEP et les autres pays, l'OPEP+, donc la Russie décide de réduire de 2 millions de barils le jour, c'est pour maintenir les cours, ce que je soutiens, le problème n'est pas là, hein, mais qu'une ligue où il y a des pays qui... C'est comme si l'Algérie soutenait une mesure qui réduit le pouvoir d'achat de l'Algérie. Donc, quelque part, c'est bien... Moi, j'y vois le marqueur d'une domination de l'Arabie saoudite sur le sommet, sur la réunion. L'Algérie, elle peut le dire, elle en bénéficie. Mais que des autres pays acceptent de signer ça dans la résolution, moi je trouve ça assez spectaculaire. Je le prends comme un indicateur de la puissance saoudienne. Pourquoi l'Arabie saoudite a demandé à ce que ça soit salué par le Congrès, par le sommet, alors que ce n'était pas une question... On aurait dû l'aborder autrement. Peut-être que c'est géopolitique par rapport aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe en ce moment. En fait, les autres chefs d'État arabes et chefs de gouvernement qui étaient présents à Alger ont servi de parapluie devant Biden pour l'Arabie saoudite. C'est de la diplomatie, le Qadi Hassan. Non, mais c'est pas leurs intérêts. Pourquoi ils prendraient cette position? Pourquoi un pays comme le Liban, qui est en situation de banqueroute à cause du prix du pétrole, pourquoi il voterait une résolution comme ça? Parce que justement, c'est les intérêts en commun. Il y a des échanges entre ces pays. C'est ce tu qui peux m'a pas marqué. le Qadi Hassan. Non, moi, c'est ce qui m'a choqué. C'est-à-dire, moi, je serais un pays qui souffre de l'inflation, comme Qais en Tunisie, je ne signe pas ça. Je ne dis pas que c'était siyasa hakima ou hayyi ou mutawazina comme c'est écrit dans parce que pour un pays comme la Tunisie, s'il n'y a pas un discours, en fait, si les pays arabes s'alignent à avoir une position commune dans les intérêts du groupe, ça dérange. Et s'ils n'ont pas une position, la question que j'attendais, Harris, c'est quelle est la contrepartie? S'il y a un mécanisme de contrepartie, ok, s'il y a un mécanisme qui compense le manque à gagner, le préjudice porté aux pays membres de la Ligue arabe. Un préjudice, oui, je peux dire un préjudice, dites-vous. Je veux dire, dans tous les pays du monde, en ce moment, il y a une régulation de l'utilisation de l'énergie qui est à l'international. On voit bien que c'est une Algérienne qui paye son essence à 45 dinars, qui parle le baril, le litre, et que c'est pas une Marocaine ou une Tunisienne. C'est aussi aux intérêts de l'Algérie. Non, je parle des autres, je ne parle pas de l'Algérie. Je parle de comment l'Arabie saoudite arrive à faire passer un point de vue de ce type. Je pense que c'était politique, c'était contre les États-Unis, pas pour l'Arabie saoudite. Ils demandent pour parler de ça. Non, moi je ne m'attendais pas du tout à une sortie de ce type-là. Ça fait partie des points sur lesquels il y a clivage et sur lesquels, en principe, on ne parle pas. En principe, on laisse de côté. Il y a un clivage. Je suis désolé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une décision politique pour contrecarrer, en fait, c'est faire bloc contre les États-Unis? Est-ce que vous ne pensez pas que c'était pas économique, ni énergétique, mais politique? Non, ils n'ont pas les moyens de contrecarrer les États-Unis. Ce n'est pas le Liban, la Tunisie qui vont faire bloc contre les États-Unis quand même. Je pensais à même les Saoudiens.
S'ils veulent faire bloc, pour faire bloc contre les États-Unis, ils ne vont pas demander. Si je suis votre raisonnement, dans ce cas-là, ne pas saluer n'aurait rien apporté non plus. C'est le leadership. Je suis d'accord avec ça, c'est une question de leadership. Les Saoudiens ont exprimé à travers cette clause, ont imposé leur leadership. Le monde arabe, voilà. C'est un marqueur D'ailleurs, spectaculaire. D'ailleurs, Ihsan même, lorsqu'il parle, par exemple, de la solidarité avec le Liban, mais ils ne disent rien concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis du Liban. Pourquoi? Parce que les intérêts sont divergents entre les différents pays par rapport à la crise au Liban. Bien entendu, ils expriment leur soutien, la solidarité, la solution politique, mais sans plus. Mais concrètement, il n'y a rien. Je peux citer un autre marqueur que j'ai trouvé quand même assez cocasse dans cette déclaration. C'est quand on évoque la transition énergétique dans le monde et les efforts qu'il faut faire pour le climat, etc. On cite comme modèle le projet de qui? De M. Mohamed Ben Salman, le barrage vert. de la solution style barrage vert, qu'il a lancé. Et pourquoi cet exemple? Pourquoi pas d'autres qu'on pourrait citer dans le monde arabe? Peut-être parce qu'il est le plus impressionnant, peut-être aussi parce que l'enjeu climatique, il y a un double discours dans le monde. L'Arabie Saoudite tape sur la table plus que les autres. Qadi Ihsan, concernant le climat et concernant les enjeux, les enjeux verts, il y a un double discours au monde entier. Donc on peut comprendre aussi que ça se traduise au niveau du sommet d'Alger. Non, que ça soit évoqué, oui. Mais la seule citation d'un pays comme exemple des efforts qu'il faut faire, c'est que c'est pour l'illustration, la seule qui est citée, c'est celle de l'Arabie Saoudite. Alors, si vous le permettez, moi, il y a l'axe sécuritaire et l'enjeu... Parce que vous voyez que l'Algérie avait la main sur le Congrès, que c'était Boun qui le dirigeait, qui imposait les décisions. C'est pour ça que vous me challengez. Mon avis importe peu. Non, c'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi quand je dis un leadership saoudien que je trouve exorbitant. Je pense sincèrement que quand on critique cette ligue par rapport à ce sommet, cette ligue, et on dit qu'elle ne pèse pas sur la balance l'émergence, ma foi, d'un axe ou pas. Non, c'est ce qui est frappant. Je trouve que c'est quand même spectaculaire. Mais on le disait depuis longtemps. À notre époque, que... l'Arabie Saoudite, à notre époque, à mon époque, mais on le disait... elle ne pouvait pas peser comme ça sur Oui, mais il y a Mohamed Ben Salman qui est passé par là. Il y a maintenant des rapprochements internationaux avec la Russie, que vous le vouliez ou pas, ils se rapprochent du BRICS. Donc on l'a déjà dit et répété, le groupe des pays du Golfe est en train de faire cavalier seul. Ils sont en train de penser à une autre politique. Est-ce qu'avec les bases américaines qu'il y a en Arabie Saoudite, et dans le pays du Golfe, vous pensez une seule seconde qu'il y a une proximité plus grande? Je pense qu'il y a l'émergence d'un nouvel axe et je pense que le pragmatisme habite de plus en plus la politique du pays du Golfe et sincèrement, on peut s'attendre à un changement de cap. Si demain les républicains reviennent à Washington, les Saoudiens ne sont pas à nouveau les toutous de Washington? N'étant pas Madame Soleil, le problème, c'est avec les démocrates. Le problème, c'est avec la culture démocratique. Que les Saoudiens ont un problème avec la culture démocratique. S'il y a des gens qui viennent leur demander des comptes sur des droits de l'homme, sur Khashoggi, ils n'aiment pas ça. Les États-Unis, après ce qui s'est passé en Irak, qui va leur demander? C'est aussi. Je me pose la question. Non, on ne parle pas des États-Unis. Il y a aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce alors, que vous ne pensez pas parler d'un virage saoudien qui se rapproche de la Russie contre les États-Unis? Je n'ai pas dit contre les États-Unis, mais je dis que depuis tout à l'heure, contre les États-Unis. En matière de politique arabe, le groupe des pays du Golfe est en train de prendre une autre tangente. Mais ceci dit, là n'est pas le sujet de mon inquiétude. Moi, c'est l'axe sécuritaire et l'enjeu de la non-prolifération de l'armement nucléaire et les armes de destruction massive. Donc, on appelle à la création d'une zone neutre, sans armes, dans le Moyen-Orient. Mais moi, ma première question, c'est à qui s'adresse exactement cette bouteille à la mer? Elle est très claire, elle s'adresse à deux pays essentiellement. C'est l'Israël qui dispose d'une arme nucléaire et il s'adresse aussi à l'Iran, à laquelle on prête l'intention en tout cas de fabriquer une bombe nucléaire. Donc c'est les deux pays qui sont les plus visés dans la région. Mais la question... donc excusez-moi, je veux être un peu plus terre à terre. Donc ils veulent créer une zone neutre où il n'y aurait pas d'armes nucléaires entre l'Iran et l'Israël. Et justement, c'est pourquoi, comme on l'a dit déjà la dernière fois par rapport à ce sommet, l'intérêt est beaucoup plus dans le fait si
si cette déclaration va résister à l'épreuve du temps et au chamboulement géostratégique. Moi, personnellement, je suis sceptique. Pour parvenir à contraindre l'Israël à abandonner ses armes nucléaires, franchement, je demande à voir comment vont faire les pays arabes. Concernant l'Iran, c'est la même chose. Donc, en vérité, c'est l'épreuve du temps. Et c'est là où on verra que finalement, ces sommets se suivent et se ressemblent. Il y a des déclarations d'intention, mais concrètement, ils seront confrontés à des rapports de force qui les dépassent de loin. Mohamed Iwanouran. Alors, donc, des pays aucun pays arabe, à ma connaissance, nous ne connaissons pas un pays arabe qui dispose d'armes. Nous ne connaissons pas un pays arabe qui dispose d'armes nucléaires. Et ils veulent une zone arabe non nucléarisée. Donc, ça va de soi. Vous êtes tous des pays non nucléarisés. Pourquoi vous cherchez donc ça donne à d'autres pays proches de la région. Est-ce qu'ils peuvent imposer ça à Israël? C'est exclu. Maintenant, pour l'Iran, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les pressions américaines. Donc là, il y a l'empreinte américaine, l'empreinte occidentale. Les Américains qui veulent imposer aux Iraniens de renoncer à leur programme nucléaire. C'est ça Et pire encore, le hasard, la coïncidence fait que le sommet arabe, il intervient avec le retour de Netanyahou. Il est fort probable qu'il devienne le Premier ministre, l'homme politique le plus hostile aux accords de 2002, l'accord de paix de 2002, ce qui va rendre encore plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis, parfois, il y a des questions qui dépassent le monde arabe, elles dépendent plutôt des États-Unis. Ils ne sont pas donc les pays, ces gouvernements arabes ne sont pas souverains, ne sont pas indépendants, ne sont pas autonomes. Ils décident à la place des autres. C'est pour ça que la Ligue arabe est devenue petit à petit une coquille vide. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis 3 jours. Qadi Hassan. Enfin, moi, pour tempérer un petit peu, je dirais que il y a d'autres pays qui ont réussi à placer leurs problèmes de pays dans l'agenda de ce sommet. Après, on se posera la question si Tebboune avait une question en particulier qu'il a réussi à faire passer, je me le demande. Qatar a réussi à réunir tout le monde pour dénoncer la campagne internationale contre le Qatar au seuil de la Coupe du Monde. Ça peut paraître facile, mais c'est peut-être que des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont en bisbille avec le Qatar auraient pu ne pas donner l'appui très fort de la Ligue arabe et dénonce la campagne dans les mêmes termes d'ailleurs que Al-Majid Tebboune dans l'interview qu'il a donnée à ce média, l'agence de presse officielle. Ils se sont passés le mot, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais le Qatar a obtenu quelque chose. Moi, je trouve que le Qatar a obtenu quelque chose. Il dit au reste du monde, avec la Ligue arabe, tous les pays arabes sont avec moi. C'est une campagne de déstabilisation. Elle est éhontée. On sait qu'on ne connaît pas ses raisons, etc. Et le monde arabe est solidaire. Il est convaincu que la Coupe du Monde va réussir. Donc voilà encore un exemple d'un pays. Bon, c'est pas le. Les Marocains ont obtenu le soutien de la Ligue arabe pour l'organisation du sommet de dialogue interreligieux voilà. Et intercivilisationnel et l'Arabie Saoudite, encore elle, a obtenu le soutien de la Ligue arabe pour que Riyad soit la capitale mondiale de l'Expo. C'est la question que je voulais poser à notre chère présentatrice qui nous... écoutez, qui nous dit que Lamtan Lamamra a fait un travail extraordinaire. Le pour sa candidature au Conseil de sécurité. En tout cas, c'est pas le seul pays arabe. On n'a même pas obtenu le soutien de la Ligue arabe pour sa candidature. Ça, c'est notre défaut professionnel, on retourne les questions. On est des présentateurs, on retourne les questions. On retourne les questions. C'est pas grave, ça, on est tous journalistes. Je continue justement parmi les pays du Golfe. On a salué aussi les efforts du Koweït en vue de la réalisation de consensus arabe et dans les pays du Golfe. Donc tous les pays en fait du Golfe ont été remerciés. Qadi Hassan, je commence par vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Non, on aurait peut-être pu espérer avoir un pays comme le Koweït dans le Maghreb. La Tunisie n'a pas pu jouer ce rôle-là. Le Koweït s'est tenu un peu à l'écart quand le CCG a attaqué le Qatar et donc a pu jouer ce rôle parce qu'il n'était pas belligérant. Et bon, aujourd'hui on le récompense parce qu'il y a eu une désescalade
dans le conflit, c'est une bonne chose. Nous, on n'a pas l'équivalent. Bon, la Libye était plutôt du côté de l'Algérie dans l'affaire du Sahara occidental face au Maroc. Et on n'a pas, la Tunisie n'a pas pu jouer ce rôle. Même la Tunisie démocratique, Mais on a l'Algérie ne pourrait pas jouer ce à rôle, Monsef Qadi Marzouki Hassan d'être plutôt sur les positions marocaines, Marocaine, oui. né à Casablanca, mais je ne pense pas que c'était ça la raison, Monsef Marzouki, que je salue à partir d'ici. Donc on n'a pas cela, mais bon, on a salué, c'est pas le fait le plus important. Hein. Mais justement, l'Algérie ne pourrait pas jouer ce rôle, à votre avis? Lequel? Le rôle que joue le Koweït au niveau des pays Mais du l'Algérie est Golfe, une partie fédérateur. belligérante dans le conflit du Sahara occidental, donc elle Elle ne peut pas être ne jugée peut pas partie. être jugée partie. L'Algérie proteste déjà du fait de ce que la dernière résolution des Nations Unies la remettre sur la table, autour de la table de la négociation, elle et la Mauritanie, pour essayer de trouver une solution négociée qui tourne un peu le dos au processus d'autodétermination qui reste jusqu'à nouvel ordre la solution diplomatique. Vous êtes d'accord avec cela, Karim El-Kébir, avec ce que vient d'avancer El Qadi Hassan? Le rôle de l'Algérie dans le Maghreb, quel rôle finalement elle va jouer? Qu'est-ce qu'elle peut jouer? C'est que le Maghreb est bloqué parce qu'il est empoisonné par le conflit sahraoui. Donc, ce matin, j'ai lu même Rahabi a dit que comme quoi l'absence du roi va compliquer encore davantage un éventuel réchauffement des relations entre les deux pays, entre le Maroc et l'Algérie. Donc ça risque de durer encore longtemps ce problème. On a vu dernièrement la Tunisie qui était jusqu'à un passé assez récent neutre sur la question sahraoui, donc elle s'est ralliée à la position algérienne, ce qui rend un peu plus compliqué la situation. Si vous ajoutez encore les problèmes sécuritaires, les problèmes de liberté, tout ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut jouer l'Algérie dans le Maghreb pour le moment. Mis à part peut-être son travail de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, elle n'a pas beaucoup à jouer dans le Maghreb. Alors moi j'ai une question que j'aimerais vous poser. C'est dans un monde idéal, hein, vous aurez eu cette déclaration en main. Qu'est-ce que vous aurez souhaité y retrouver? Concrètement, c'est pas nécessairement dans un monde idéal, mais dans une configuration plus réaliste. Je pense qu'on a commencé à en parler hier déjà. Moi, j'aurais mis quand même l'économie, l'intégration économique en premier. J'aurais voulu qu'il y ait tout ce qui touche à la zone douanière, tout ce qui touche au rapprochement des politiques budgétaires. Enfin, et bon, la monnaie, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard. Mais tout ce qui permet de créer des flux d'intérêt, la circulation des capitaux, la circulation des personnes, les visas, déjà. Quand on se rend compte que on pourra aller dans... Moi, je ne suis pas fan des Émirats, ni du Qatar, ni... je ne suis pas fan de l'Europe aussi. Hein. Je suis fan de pays plus pauvres que le nôtre. Vous êtes Il y a plus casanier. d'humanité dans ces pays-là. Mais pour un Algérien, on devrait pouvoir aller plus facilement dans ces pays-là. Il ne devrait pas avoir les bannes qu'il y a. Donc, permettre une plus facile circulation. Une des libre populations circulation parmi les pays arabes. Voilà. Donc, des faits concrets plus modestes, mais qui permettent de bâtir un avenir commun. Après, ces déclarations-là, bon, pour ce qui est... moi, je ne suis jamais questionné sur la question Algérie-Maroc. Sophie, elle fait exprès d'éviter que je réponde à cette question-là. Voyons. Mais moi, je pense que l'invitation du roi du Maroc, parce qu'on peut supposer qu'on a raté, comme l'a dit M. Rahabi, une possibilité de dégel à Alger si le roi était venu, mais que peut-être on peut la rattraper avec l'invitation au Maroc. Moi, je pense que non, malheureusement. Non. Si le roi était venu, même si c'était resté plutôt froid et protocolaire, et on s'est resté juste sur l'agenda, il n'y aurait pas eu d'aparté nécessairement pour commencer à traiter des questions bilatérales, qu'il adresse ensuite une invitation à Abdelmadjid Tebboune. Ça a du sens, parce que bon, il aurait fait le premier pas et Abdelmadjid Tebboune aurait été plus ou moins dans une posture de devoir répondre à cette invitation. Mais en ne venant pas, on sent bien que c'est une posture, voilà, Exactement, c'est un peu façon de faire cette invitation. Et le pire, je l'ai dit hier, le pire maintenant n'est pas à éviter, parce que l'escalade peut arriver, on peut oublier le sommet, dans 6 mois, on peut se retrouver dans une Les Marocains situation... sont déjà dans cette logique-là. Voilà. On ne le souhaite pas, encore une fois, parce qu'il y a toujours des auditeurs marocains qui écoutent Radio M et qui nous reprochent d'être parfois des va-t-en-guerre. On ne le souhaite évidemment pas, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de dégel, de moment de détente entre l'Algérie et le Maroc à ce sommet est inquiétant.
La même question, je vous la pose, Mohamed. Qu'est-ce que vous auriez souhaité retrouver dans cette déclaration? Moi, je m'attendais, d'abord, cette histoire de comité de suivi de la déclaration d'Alger concernant la Palestine, mais qui n'a pas été retenue par la déclaration du sommet arabe. Je m'attendais à ce qu'elle soit introduite, mais elle n'est pas retenue. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que l'Algérie a pu faire passer dans cette déclaration, dans ce sommet? J'ai lu tous les points pratiquement de la déclaration. J'ai trouvé une seule empreinte de l'Algérie dans cette déclaration. C'est l'allusion faite au soutien des différents pays aux terroristes. Terroristes pour l'Algérie, c'est les opposants. On ne parle pas de parce que sinon le problème ne se pose pas. Mais l'Algérie pose le problème des pays qui abritent des terroristes. Les pays qui abritent des terroristes, donc l'Algérie parle des opposants, ne parle pas de vrais terroristes. Là, je pense que c'est l'empreinte. Et encore. Parce que je ne pense pas que l'Algérie soit le seul pays de la Ligue arabe à avoir cette problématique. Ce problème. Mais là, on peut trouver un peu l'empreinte algérienne dans Tu vois qu'on est positif. Voilà. Ah oui. Mais est-ce que les pays européens maintenant vont répondre positivement à une demande? Est-ce que la Ligue arabe ou le bloc arabe peut formuler des demandes communes pour l'extradition d'opposants? Je ne pense pas qu'ils arriveront à le faire. Même s'ils le font, je ne pense pas que les pays européens ou n'importe quel autre pays puissent répondre à cette revendication. Sauf la Turquie pour l'Arabie Saoudite. Ils vont livrer facilement. Oui, pour l'Arabie Saoudite, ils vont le faire peut-être. Oui. Bon, vous auriez souhaité, oui. Vas-y, Karim. Non, vas-y, allez-y. Non, pour la question, je voulais parler un peu de la question des droits de l'homme qui est complètement évacuée. Excellent, et là, on ne doit pas s'étonner pour ça. Ça ne fait pas partie de la littérature des régimes arabes, les droits de l'homme et la démocratie, etc. Aucun mot sur la démocratie. Aucun mot. Les droits de l'homme, même pas un demi-mot sur la démocratie, les droits de l'homme, rien du tout. C'est vraiment la violation des... Karim Kébir, qu'est-ce que vous auriez aimé retrouver dans cette déclaration, dans un monde idéal? Dans l'absolu, on l'a dit. Bien sûr, on aurait aimé qu'il y ait moi, je préfère plutôt des engagements. C'est-à-dire, parce que rester dans exprimer les vœux, les souhaits, la solidarité, ça reste toujours des vœux. Mais la réalité, c'est l'application sur le terrain. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sent pas qu'il y a de vrais engagements ou, par exemple, à la condamnation. Est-ce que vous avez lu le terme condamner un tiers pays, par exemple, par rapport à ses ingérences dans un autre pays, comme se fait le cas? C'était un sommet qui se voulait fédérateur. Mais c'est ça les positions, c'est ça. Quand on veut, s'il y a une action commune où il y a un consensus, ça suppose aussi, quand il s'agit d'une question comme ça qui là où il faut trancher, il fallait la trancher. Et moi, je suis d'accord aussi, on pouvait à la limite, puisqu'il ne pouvait pas évoquer les questions des droits de l'homme, la question de la liberté de la presse, toutes les libertés en tout cas en général, chose qu'ils ne peuvent pas faire, mais à la limite, ils pouvaient parler par exemple de faciliter la circulation des personnes, le rapprochement des sociétés civiles. Même ça a été évoqué en deux mêmes mots, mais ça reste insuffisant de mon point de vue. En Croya, quand même, c'est pas évoqué, mais sur la question de l'invasion de l'Ukraine, il y a quand même des termes sur le non-recours à la violence. À la violence, oui, la neutralité aussi. Le respect du droit international, des codes de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que le respect des frontières internationalement reconnues, etc. C'est plus facile de parler à l'international, c'est plus facile. On a l'impression quand on lit cette déclaration. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est plus facile de parler de droits de l'homme, d'appel à la paix. Il n'y a pas de droits de l'homme. Moi, je ne vais même pas relever parce que je ne m'attendais pas à cela. C'est vrai que qu'est-ce que vous auriez pu aimer voir dans cette déclaration? J'aurais pu citer des principes, l'affirmation de principes de droits de l'homme, mais comme je veux être réaliste, non. Après, maintenant, effectivement, est-ce qu'il restera une trace? Moi, je pense que le sommet le plus important, finalement, quand on fait le point, c'est celui de 2002, où il y a l'offre de la terre contre la. Un sommet où il n'y a pas l'influence des pays du Golfe, aussi prégnante.
c'est un sommet qui est signal, parce que là on parle Le sommet n'est du maintien, qu'un reflet du maintien géopolitique de la d'une réalité. Et réitère l'offre à Israël. Mais il ne dit rien sur les pays qui ont commencé à normaliser, donc à donner la paix, sans exiger la terre. Et dans le même texte, il y a tout un énoncé sur toutes les clauses. Tawhid, Sharq al-Quds, etc. La judéisation de Jérusalem, etc. Donc, oui, on est en train de perdre la terre, mais en même temps, on a accepté de donner la paix. Donc, il y a des pays qui sont sortis du rang de 2002. Et donc, aujourd'hui, on réitère, peut-être, c'est facile de réitérer, on est toujours dans l'offre de 2002, la terre contre la paix, mais il y a une partie de ces pays qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on en dit? Si on était dans le cadre de l'Union européenne, un cadre contraignant, on ne peut pas sortir. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas y avoir... Vous êtes tenu de respecter vos engagements. Et donc, de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que ce sont les plus puissants qui ont réussi à faire passer leur point de vue. Il n'y a rien eu sur la restructuration de la Ligue arabe, alors que c'était une des propositions qui a été faite par Alger. J'ai été très étonnée. Il y a un point. Sur les sociétés civiles. Non, ils l'ont La réforme de la Ligue arabe. Ouais. La réforme de la Ligue arabe. Oui. Peut-être que c'est ça qui manque pour être ils ont poignant. parlé de le faire participer le citoyen ou quelque chose comme ça. Mais ça reste assez vague. Voilà, vaguement. Mais Voilà, ça reste... Moi, le sentiment que j'ai vraiment, parce que j'ai beaucoup écouté depuis 2 jours les médias publics. Bon, vous avez tous noté que pour le Jazeera, c'était pas un événement. Hein, bon, le Jazeera, et pas seulement le Jazeera d'ailleurs. Le sentiment que j'ai, c'est celui d'un grand soulagement à Alger. Qu'il ne soit pas passé quelque chose de grave, d'incident grave qui fasse déraper le... Voilà. L'aspect sécuritaire a été souligné. نسابو ما يتفاهموش مع une partie تاع لا فامي وكذا والعرس يجوز مليح والباش ما طيحش الباش على الناس اللي كانوا يتعشاو. On est un peu dans une configuration vraiment, on sent plus le soulagement. مهما كان la résolution je فيها الى اخره. Donc sur ce côté sécuritaire, ça a été une réussite. Aucun chef arabe n'a fait de syncope sur la terre algérienne parce que ça leur pend tous au nez. Enfin, pour la plupart, ils sont en mauvaise santé. Et donc voilà, c'est vraiment ce sentiment qu'on ressent. C'est pas la conquête politique. Mais une réussite sécuritaire au moins. Et la de consommation ce sommet. interne. Voilà, nous avons réussi, etc. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est ainsi que se termine notre plateau d'édition spéciale. C'est le dernier ? Oui, ça se termine déjà. Madame, Monsieur, merci de votre précieuse attention. Et ça va nous manquer le 19h là. On se retrouvera. Madame, Monsieur, donc je disais merci pour votre précieuse attention et excellente écoute de la suite de nos programmes sur Radio M. تفصل الجزائر أيام قليلة على احتضان الدورة 31 للقمة العربية، وتؤكد السلطات الجزائرية أنها جاهزة على كل المستويات لإنجاح القمة. من مقر الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة. وعن الحكومة والشعب الجزائري أن نرحب بكم جميعا متمنيين لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أهليكم. العرب المخصص بحث ملفات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل. بين المعالم والعوالم تضفي اللمسات الأخيرة لاحتضان الجزائر القمة العربية في دورتها 31.